et sécurisant. Je voudrais vous rassurer. En tout cas, je dis clairement au gouvernement que les avantages qui étaient dévolus jusque-là aux entreprises franches d'exportation ne sont pas remis en cause, si j'ai bien compris la réforme. Le gouvernement est à votre disposition pour lever toutes les contraintes et nous amener à avoir une lecture commune, n'est-ce pas, de cette réforme du Code des impôts. Elle n'est pas faite contre l'entreprise, ça n'a pas de sens. Dans un dialogue franc et sincère, les réformes en vue intègrent une démarche participative et inclusive avec l'émergence de pôles de développement régionaux. Ils favorisent la croissance pour tous. La question des impôts refait surface dans l'environnement d'une réforme fiscale. Le secteur privé a toujours sollicité le renforcement des ressources que l'État alloue à la formation professionnelle par le biais de l'Office national de formation professionnelle, l'ONFP, et du FONDEF, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle et technique. Alors je propose le doublement des dites ressources. Les 5% du produit de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs que l'État alloue serait ainsi donc porté à 10%. C'est une mesure importante. La suppression de l'autorisation de transactions immobilières paraît être un signe positif pour relancer notre compétitivité. Voilà, donc on pourrait supprimer cette autorisation de transactions immobilières. En contrepartie, l'État pourrait mettre en place juste un système de déclaration préalable qui préserverait ses moyens de contrôle, notamment sur le plan fiscal, mais que cela ne soit plus une contrainte majeure par rapport, en tout cas, au développement de l'immobilier. Enfin, en matière de tourisme, nous avons pour le moment mis en place un fonds de relance du tourisme. Mais ce fonds doit avoir une gestion inclusive et participative. Et il lui sera alloué un contrat de performance qui devra être établi sur la base du diagnostic que l'ensemble des acteurs, particulièrement des acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés, partageront sur la situation du tourisme sénégalais. La baisse significative de nombreux impôts, la réforme fiscale et la réforme foncière, entre autres, devront accroître l'attractivité des investisseurs. Et puis en termes de volonté politique, l'État va mettre en place un fonds d'appui à l'investissement à fort impact social en 2014. Du Conseil présidentiel de l'investissement, nous passons aux assises de l'entreprise qui se sont, elles, penchées sur l'exode des compétences. Quelle démarche pour permettre à ces compétences extérieures de revenir pour renforcer les ressources internes? Les formateurs et directeurs du personnel veulent, à travers ce questionnement, relever le défi de la compétitivité des entreprises africaines. Aboubakry Kane. Ce colloque international regroupe les formateurs et directeurs des ressources humaines de la sous-région, d'Europe et du Canada. Une rencontre qui porte sur l'exode des compétences. L'Afrique a besoin de ses bras, mais son potentiel humain continue d'émigrer vers l'Europe ou l'Amérique pour vendre son talent. Le colloque se propose de réfléchir sur comment retenir les compétences sur le continent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse les retenir, quelque chose qui puisse les rassurer, pour qu'une fois de retour au pays, qu'ils trouvent leur plein épanouissement. Épanouissement dans la prise en charge sociale, épanouissement dans le plan de carrière, épanouissement dans la prise en charge de leurs besoins quotidiens. Une fuite des cerveaux partagée par bon nombre de pays africains. Dans un monde de compétitivité, le nationalisme ne retient plus les compétences. L'État et les entreprises doivent donc unir leurs efforts pour une démarche permettant le retour au pays des ressources humaines de qualité. Vous pouvez investir tout ce que vous voulez comme ressources financières dans l'entreprise. Vous pouvez acquérir toutes les machines les plus performantes du monde. Mais tant que vous n'avez pas les hommes qu'il faut pour conduire les machines, tant que vous n'avez pas les hommes qu'il faut pour gérer l'entreprise, le résultat ne sera pas là. Pour mieux répondre aux attentes du consommateur, le retour des compétences vers le continent reste alors un défi majeur pour les entreprises africaines.
Le Sénégal et le Venezuela pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur vénézuélien a été reçu par le Premier ministre. La coopération dans le domaine énergétique a été abordée au cours de cet entretien. Ce pays d'Amérique latine possède d'immenses réserves de pétrole. Le Sénégal en a grandement besoin pour faire face au délestage notamment. José Cardova est interrogé par Eric Nimadi. Depuis longtemps, nous avons signé plusieurs accords. Et stratégiquement, on ne l'a pas initié. On l'a exprimé la volonté de mon gouvernement de faire le développement de ces accords signés. C'est-à-dire, on devra placer les accords signés anciennement dans le moment actuel. Et pour ça, on a évoqué les deux sommets Amérique et Sud-Afrique qui ont été réalisés. La première à Abuja et la deuxième à Margarita. La troisième sommet, ça sera à Malabo, Guinée équatoriale, l'année prochaine en février. Ce sera le moment pour approfondir les accords et démarrer ceux qui sont possibles de démarrer le plus tôt possible. Il a été très attentif, c'est-à-dire de nous encourager pour rencontrer certains ministres qui sont dans ce cas-là stratégiques pour que les accords signés puissent démarrer sans mise en exergue. Et on a évoqué le problème énergétique parce que, comme vous le savez, Venezuela est au cœur d'une formule énergétique pour les Caraïbes. Sous la forme de Petrocaraïbes, on a pu contribuer à résoudre le problème énergétique de ces pays-là. Sous la forme de troc ou sous la forme d'autres façons de payer, mais on l'a fait et ça a marché. Quelle stratégie nationale de gestion des frontières? Plusieurs ministères et des partenaires européens se sont réunis autour de la question. Le Sénégal constitue une destination privilégiée pour plusieurs migrants attirés par la stabilité politique du Sénégal. Aboubakry Kane. La rencontre consacre une large concertation sur la finalisation du document de stratégie nationale de gestion des frontières. Elle réunit tous les départements impliqués, un processus appuyé par le Centre international pour le développement des politiques migratoires et l'Union européenne. Nous favorisons l'intervention d'experts d'États membres européens qui contribuent leur savoir-faire dans la gestion de la migration. Donc notre équipe d'experts franco-néerlandaise contribuera à faciliter les discussions. L'Union européenne est sensible à ces thèmes. L'Union européenne s'est réjouie de pouvoir apporter son concours au Sénégal et se félicite de la confiance que le gouvernement lui a témoignée. Les grandes lignes de la stratégie nationale sont déjà tracées. Il s'agit aujourd'hui de l'enrichir pour mieux assurer la coopération transfrontalière, formaliser la solidarité entre services à la frontière et renforcer la sécurité. Il reste à assurer un meilleur maillage de la frontière en secteur et poste frontalier, leur équipement en moyens modernes de communication et l'amélioration des conditions de travail des personnels. C'est pourquoi, en décidant de se doter d'une stratégie nationale, le Sénégal a l'ambition de mieux articuler les interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels à la frontière et de favoriser une synergie d'action. Une tâche qui nécessite une politique concertée, un large consensus pour faire face à la criminalité transfrontalière, au trafic des stupéfiants et à la montée de la menace terroriste dans la sous-région. C'est une vision du chef de l'État, l'idée d'agir ensemble pour un développement territorial porteur de croissance. Cette vision prend forme avec l'élaboration de données cartographiques urbaines. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire bénéficie pour ce projet du concours de l'Union européenne Astou Unibey. La cartographie à grande échelle des centres urbains et zones à haut potentiel économique du pays est désormais disponible. Il s'agit d'une réalisation de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire en collaboration avec l'Union européenne. D'un coût d'environ 590 millions de francs CFA, entièrement financé par l'Union européenne pour une durée de 25 mois, ce projet fait suite à un important travail de cartographie du Sénégal à l'échelle 1/200 millième, mise en œuvre par la Direction des travaux géographiques et cartographiques sous le 9e Fonds européen de développement et qui a été terminé en 2008 et qui a été considéré comme une grande réussite. Après 25 mois de dur labeur, les résultats obtenus sont satisfaisants.
L'ANAT avait pour objectif d'élaborer des bases de données géoréférencées normalisées, ainsi que des cartes à des échelles plus précises. L'ANAT est heureuse de mettre à la disposition des utilisateurs des bases de données numériques et une cartographie récente et précise pour appréhender convenablement les problématiques d'assainissement, d'aménagement et de développement de façon générale. Le projet d'élaboration de bases de données cartographiques urbaines a couvert 7 villes, dont 6 disposaient déjà de réseaux d'assainissement gérés par l'ONAS. Il s'agit de Dakar et sa banlieue, Saint-Louis, Thiès, Louga, Kaolack, Saly et Mbour. Le Sénégal se prépare pour faire face au péril acridien. Nous allons revenir sur cet élément qui apparemment n'est pas en place. L'occasion pour nous d'accueillir sur ce plateau Monsieur Babacar Fall, c'est le directeur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Traoré. Monsieur Fall, donc depuis le 13 décembre et jusqu'au 3 janvier, vous êtes en plein dans la phase pilote de recensement de la population. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette opération? Oui, tout à fait. Nous engageons effectivement depuis hier le recensement pilote de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Vous savez, c'est une opération qui est menée tous les 10 ans, en principe, et la dernière opération que nous avions menée date de 2002. Donc nous sommes dans le processus de réaliser, dans le cadre d'un consensus international, le cycle des recensements de 2010, qui devra être mené entre 2005 et 2015. Donc le Sénégal se prépare depuis quelques années à mener cette opération dans le cadre de cette initiative des Nations Unies pour mener à travers le monde les recensements dans les différents pays. Le Sénégal a mis quand même une certaine originalité dans le cadre de ce recensement-là, puisque nous combinons le recensement traditionnel de la population et de l'habitat au recensement national de l'agriculture et le recensement national de l'élevage. D'accord. Et comment vous menez cette opération sur le terrain? Bon, disons que sur le terrain, il y a une phase qui est assez longue, qu'on appelle la cartographie, qui est une phase qui permet de décrire les établissements humains où habitent les populations. On fait une cartographie de l'ensemble du territoire national pour les repérer. Et ensuite, dans une seconde phase, la phase à laquelle nous sommes, on teste les outils que nous avons développés à travers le recensement pilote qui a démarré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 13 décembre et qui va s'achever le 3 janvier. Par la suite, après avoir évalué ce recensement pilote, nous allons passer à une phase qu'on appelle une phase de dénombrement, où on va maintenant compter l'ensemble des populations, puisque le recensement pilote va porter sur un échantillon assez large, avant de pouvoir élargir à l'ensemble de la population cette opération-là. D'accord. Et au-delà de dire le nombre de Sénégalais que nous sommes, quelle est l'importance de cette démarche de savoir, de connaître la population, disons, d'un pays? Disons que dans le recensement, nous allons effectivement identifier le nombre d'âmes que nous avons dans notre pays avec un certain nombre de caractéristiques, notamment les caractéristiques d'habitat, comme le titre nous l'indique déjà, mais également nous allons aborder les questions de mortalité, nous allons aborder les questions de natalité, nous allons aborder les questions d'éducation, d'alphabétisation, d'emploi, ce qui fait du recensement général de la population une occasion, en tout cas unique, pour connaître dans les détails les caractéristiques des populations. Vous imaginez qu'en connaissant les caractéristiques des populations, nous avons là un outil important qui permet de fournir aux différents décideurs... Certains disent que c'est un outil de planification. Exactement. Si nous connaissons toutes ces caractéristiques-là, nous aurons là un outil
et nous allons fournir aux décideurs, qu'il s'agisse des pouvoirs publics ou même des entrepreneurs qui veulent investir et qui veulent connaître la taille du marché, un instrument efficace en leur possession pour pouvoir les orienter dans leurs décisions. Ce qui est certain également, c'est que traditionnellement, comme c'est une opération très lourde, cela prenait beaucoup de temps pour l'exploiter. Et face à cette difficulté-là, nous avons entrepris d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour cette phase-ci, afin de pouvoir disposer très rapidement des résultats. D'accord. Et pour les non-initiés comme moi, est-ce que ce sont des chiffres précis ou bien des estimations? Ça va être, après le recensement, des chiffres précis à un degré de précision bien déterminé. Et c'est là qu'on essaie de contrôler les erreurs qu'on peut commettre en les minimisant. Dans le cadre de cette opération-là, une fois qu'on aura fait le dénombrement, il y aura une phase beaucoup plus scientifique qu'on appelle, c'est un peu une opération post-censitaire. Après le recensement, on tire encore un échantillon sur lequel nous allons encore collecter l'information sur des ménages déjà recensés pour voir un peu le niveau des erreurs qu'on a pu commettre dans le cadre de cette opération-là. D'accord. Et depuis plusieurs mois maintenant, on dit qu'au Sénégal, nous sommes maintenant à 13 millions d'habitants. Est-ce que c'est le bon chiffre? Dans nos estimations, nous sommes autour de 12 300 000 dans nos estimations. Bon, on espère que nous aurons le chiffre exact d'ici quelques mois, au moment où nous aurons terminé le recensement. D'accord. Donc, M. Fall, merci. Je rappelle donc que du 13 décembre au 3 janvier, vous allez mener cette phase pilote de recensement de la population, entre autres. L'occasion de dire aux populations de vous accueillir, disons, avec beaucoup de gentillesse et de permettre de faire ce travail. Tout à fait, M. Traoré. Merci de cet appel pressant que vous lancez, parce que le recensement, comme nous l'avons dit, c'est un outil pour, en tout cas, aller vers le développement de notre pays, avec une meilleure connaissance de nos populations, donc des besoins de ces populations. Et ceci permettrait effectivement aux autorités d'avoir un outil pour mieux orienter les politiques qui sont menées au profit de ces populations-là, mais également aux investisseurs de bien identifier le potentiel que nous avons dans notre pays. Donc véritablement, je lance un vibrant appel à tous les ménages, à tous les chefs de famille, à toutes les populations, de bien accueillir nos équipes qui sont déjà sur le terrain. Je dois dire que nous utilisons cette technologie-là avec les PDA, ce qu'on appelle des ordinateurs portables. Je voudrais surtout insister sur le fait que c'est une innovation, mais que cela ne fasse pas peur aux populations. C'est un outil qui remplace tout simplement le questionnaire papier et qui nous permet d'aller vite. Voilà, j'espère que l'appel est entendu. Monsieur Babacar Fall, en tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est moi qui vous remercie. L'État du Sénégal boucle le financement du plan d'urgence de lutte contre les inondations. Il s'agit d'un montant de 66 milliards de francs CFA obtenu avec l'engagement des bailleurs de fonds Penebo. Ce financement de 66 milliards de francs CFA permettra aux autorités sénégalaises de réaliser totalement la phase d'urgence du plan de lutte contre les inondations. Et c'est un ouf de soulagement poussé à l'annonce de cet engagement des partenaires techniques et financiers. L'État du Sénégal, en dépit de ses difficultés, a pu libérer 17 milliards qui sont dans le budget 2012-2013. À l'issue du tour de table qui a été effectué avec nos partenaires, nous sommes heureux de constater et d'annoncer à notre population que ce plan d'urgence est bouclé. Son financement a été réalisé avec en particulier les annonces faites par la Banque islamique de développement, qui ont été faites par l'UEMOA, qui ont été faites aussi par l'Espagne, et par aussi la Banque mondiale. Et la chantier de l'État de dire qu'avec ce financement, le fléau des inondations sera bientôt un mauvais souvenir. Nous pensons
que la situation en 2013 ne va pas être similaire à celle de 2012. Et nous allons continuer dans ce sens parce qu'il s'agit d'une phase d'urgence, mais cette phase d'urgence n'a pas résolu tous les problèmes. Il y a une phase à plus long terme qui est donc le programme décennal sur lequel aussi l'ensemble des ministères concernés s'attellent avec beaucoup de détermination. Le PEPAM et le plan d'action de gestion intégré en eau, PAGIR, ont aussi trouvé un financement de 3 milliards déjà acquis de la part des bailleurs qui s'engagent par ailleurs à résorber le gap pour ces deux programmes. Au cours des discussions, certains bailleurs n'ont pas manqué de soulever quelques préoccupations. Toutefois, l'État a tenu à rassurer ses partenaires que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir maintenir l'équilibre financier afin de mener les réformes nécessaires. Je vous le disais il y a quelques minutes, le Sénégal se prépare pour faire face au péril acridien. Une simulation a réuni les acteurs de la lutte contre le criquet pèlerin. C'est pour tester l'efficacité des outils mis en place par le Sénégal. Kaltom Gueye. Les criquets pèlerins ravagent tout sur leur passage. On se rappelle la dernière invasion au Sénégal en 2004 avec des dégâts énormes. Pour parer à tout risque, la direction de la protection des végétaux se dote de moyens de lutte. D'où cette simulation de menaces acriennes. Elle a été faite pour tester les outils de riposte. C'est un outil qui est à notre disposition, mais on ne va pas attendre que l'invasion soit là pour le mettre en œuvre. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des écarts. Et là, c'est ce qui justifie cet exercice-là. Donc, on teste l'outil, on va voir s'il y a des réglages à faire. On les fait comme ça, on ne le souhaite pas. Mais si par malheur, il y avait une invasion acridienne, on déroulerait un outil qui est déjà opérationnel. Autant l'instauration d'un plan de gestion des risques est un élément clé, autant la lutte préventive est importante. Même si notre pays ne renferme pas les aires de reproduction du criquet pèlerin, où s'opère la lutte préventive, il se situe en zone dite d'invasion, d'où la nécessité de se préparer à ce genre de situation en envisageant par avance les mesures à prendre et les moyens à mobiliser pour assurer une capacité de réaction rapide face à une situation d'alerte. Le comité de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale CLC Pro, qui regroupe 10 pays de la sous-région, a été créé pour faire face aux invasions. Les dernières informations indiquent que la menace est bien là. Les criquets ont été notés dans les pays à risque tels que la Mauritanie et le Mali. Le Sénégal se met donc en alerte pour faire face à ces ravageurs. Une délégation du Collège national de la défense du Kenya séjourne depuis quelques jours au Sénégal. Cette école de guerre pour généraux effectue régulièrement des voyages d'études dans de nombreux pays. Au Sénégal, ils se sont particulièrement intéressés à la recherche agricole menée par l'ISRA Kalsom Sall. Il s'agit là d'un voyage d'études organisé par le Collège national de défense du Kenya. Les généraux qui composent la délégation viennent de Tanzanie, du Rwanda, du Burundi, de l'Égypte et du Kenya. Ils souhaitent avoir une approche des différentes politiques définies par nos gouvernants dans divers secteurs, dont celui agricole. Pour qu'ils se rendent compte d'abord des politiques qui ont été définies par nos autorités, l'application qui en a été faite, surtout du côté de la recherche, les résultats qui ont été obtenus et l'utilisation ou l'application qui en a été faite. Pour voir un peu en quoi est-ce que les politiques agricoles, pour nous concernant en tout cas, impactent sur la situation des producteurs, c'est-à-dire leur sécurité alimentaire, leurs revenus. Ce cours sur la recherche agricole a été très bénéfique pour ces généraux. Ils comptent à leur retour dans leurs pays respectifs partager ces expériences avec les décideurs politiques. Notre appréciation par rapport à ce que l'on a vu ici est excellente. Nous savons que nous sommes venus voir au Sénégal la politique qu'ils ont adoptée sur le plan agricole et sur le plan économique en vue de réduire la pauvreté. Ces militaires sont d'autant plus satisfaits du travail de l'Institut sénégalais de recherche agricole que dans la plupart des pays africains, la recherche n'a pas encore assez d'impact sur le développement agricole.
Depuis dimanche dernier, les 8 soldats sénégalais détenus depuis un an par le MFDC sont libres. Vous avez suivi sur notre antenne le retour à Dakar. Ce soir, nous vous proposons un débat sur cette dynamique de paix. Ce sera juste après ce journal. Ce sera au cours d'un débat animé par Omar Nying qui aura pour invité Alioune Fall, journaliste, Cheikh Thiam, DG du Soleil, et Birahim Fall, DG de l'APS. Voilà, vous aurez donc ce débat, ce sera après cette édition. Nous allons parler de l'apport du mouridisme dans le développement économique au Sénégal. C'est le thème d'un forum qui sera organisé ce samedi par le comité d'organisation du Magal de Touba. Il sera question de sensibiliser donc les disciples mourides sur la contribution de la confrérie dans le développement économique du Sénégal. Nous y reviendrons. De journalistes et de talibés que Serigne Abdoulahad Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma est revenu sur le forum consacré à l'apport du mouridisme au développement du Sénégal. L'événement prévu dans cette mosquée Massalikul Jinan doit réunir des intellectuels du monde entier. Servant de prélude au grand Magal de Touba, il sera une occasion d'expliquer clairement aux talibés les retombées du mouridisme dans le développement économique. Cheikh Ahmadou Bamba est parti en exil pour nous. Et plus d'un siècle après, il est donc tout à fait normal que nous puissions nous asseoir pour essayer de déterminer, de systématiser ce que le Cheikh a apporté à la communauté nationale. Présents dans tous les secteurs d'activité, les mourides apportent beaucoup à l'économie. Et en matière d'éducation et de culture, entre autres, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba restent un viatique à vulgariser. Ce forum devra revenir en détail sur la doctrine mouride via 3 panels avec des thèmes comme l'apport du mouridisme au développement socio-économique et politique. Nous invitons l'ensemble de nos co-religionnaires musulmans, tous les intellectuels du Sénégal, tous les talibés. Comme pour le colloque tenu l'année dernière à pareil moment, les conclusions de ce forum seront consignées dans un ouvrage. Au total, ce sont plus de 5000 personnes qui sont attendues à cette rencontre qui prendra fin le mercredi 19 décembre, quelques jours avant le Grand Magal de Touba. Amélie Diop, merci. Nous restons dans la dynamique du Magal de Touba. La caravane qui a sillonné plusieurs localités du pays a pris fin ce jeudi après les étapes de Kébémer et Saint-Louis. À Saint-Louis, l'attraction principale reste la gouvernance. C'est là-bas qu'a eu lieu en 1895 le procès du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Le reportage de Ibrahim Mbou. Saint-Louis, une ville, un pont, une histoire. Ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, cœur du pouvoir colonial, lequel avait convoqué 84 chefs religieux dont Cheikh Ahmadou Bamba. Il est arrivé ici le 12 août 1895 pour répondre à la convocation du gouverneur général qui faisait la pluie et le beau temps à l'époque. À son arrivée dans cette gouvernance, le premier geste de Serigne Touba, c'était de faire la prière. Ensuite, il a tenu tête au gouverneur général et défendu l'islam durant son fameux procès. Il a aussi fait savoir aux Français que seul le pouvoir de Dieu compte à ses yeux. Outre la gouvernance, Serigne Touba a séjourné dans le jardin d'essai de Saint-Louis, un lieu où poussaient légumes et fruits. C'est ici que les Français l'avaient enfermé avec un lion affamé. Une entreprise de destruction massive racontée par le cheikh dans ses écrits. C'est à Saint-Louis que les Français ont expérimenté pour la première fois cette idée, c'est-à-dire enfermer le cheikh avec un lion. Grâce à Dieu et à son prophète, Serigne Touba est sorti sain et sauf de cette épreuve. C'était même une victoire pour lui, car le lion s'était finalement assoupi devant Serigne Touba, sans broncher. Après Saint-Louis, la caravane s'est rendue à Kébémer. Au menu, une conférence devant de nombreux fidèles.
Les parlementaires de la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale en visite à la Sonatel, une visite de contact pour mieux s'imprégner du travail que fait la Société des télécommunications. Les représentants du peuple ont bien apprécié cette journée de travail hors de l'hémicycle. Fatou Diouf. À bord de ce bus, la délégation parlementaire de la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale. Et c'est parti pour un voyage au cœur de la Sonatel. Première escale, l'agence commerciale sur le boulevard de la République. Sur place, les députés ont eu droit à une séance d'explication sur le fonctionnement et les différentes offres proposées aux Sénégalais. Ce qui leur a donné une autre vision de l'entreprise. Nous sommes les mandants des Sénégalais. Donc il est important que l'on sache, que l'on connaisse le fonctionnement des services que nous recevons. Et nous sommes très satisfaits de cela. Nous nous sommes rendus compte que la responsabilité sociale au niveau de la Sonatel était importante et qu'il y avait un reversement des ressources vers les populations que nous représentons. Autre site visité, la Fondation Sonatel qui a aujourd'hui 10 ans d'existence. Ici également, les parlementaires avouent avoir été impressionnés par la dimension sociale de la société. Nous nous sommes rendus compte de l'apport dans les différentes zones, dans les différents départements, au niveau de la santé, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Nous voyons que la Sonatel a un apport important. Qui s'occupe de l'éducation et de la santé s'occupe essentiellement de ce dont les populations ont besoin. Et nous, députés, c'est notre préoccupation de tous les jours. La tournée s'est poursuivie jusqu'au Technopole, zone qui abrite le Centre national de supervision et le réseau intelligent du groupe Sonatel. Face au patron, les députés ont évoqué la mauvaise qualité du réseau, la cherté des appels entrants et par ailleurs suggéré l'élargissement des actions de la Fondation Sonatel dans les zones les plus reculées du Sénégal. Des préoccupations des populations auxquelles le directeur général a promis d'apporter des réponses adéquates. L'abonnement Canal+, Canal Sat pourra désormais être payé via Orange. Une convention de partenariat vient d'être signée entre la Sonatel et Canal+ pour le paiement des factures via Orange Money. Les responsables des deux entreprises ont donné un point de presse pour revenir sur les avantages de ce partenariat. Salut Sec. L'accord a été scellé dans les locaux de Canal+ Sénégal. Désormais, les clients de la chaîne peuvent effectuer le paiement de leur abonnement via Orange Money. Ce partenariat est d'autant plus important pour nous que Canal est un partenaire historique avec lequel on a noué beaucoup de partenariats, à savoir la mise à disposition de la TV sur ADSL avec le bouquet de Canal, la mise à disposition pour les clients de la TV mobile avec le bouquet de Canal. Et aujourd'hui, nous venons signer un nouveau partenaire pour permettre aux clients de Canal d'avoir la possibilité de payer leur facture Canal Horizon, leur abonnement, leur réabonnement, tout en restant chez eux. Orange Money est le service de paiement par téléphone mobile conçu par Orange. Selon le directeur général de Canal+ Sénégal, ce partenariat sera bénéfique pour ses clients. Donc c'est une solution particulièrement innovante pour ça. Ce qui est important de dire à nos abonnés et à nos futurs abonnés, c'est que la réactivation est immédiate. Donc vous faites votre manipulation sur votre téléphone mobile et vous retrouvez immédiatement vos images. Lancé au Sénégal en 2010, Orange Money compte aujourd'hui près d'1 million de clients. Avec ce partenariat, Canal+ Sénégal vient d'offrir à ses abonnés plus de confort et de flexibilité en leur permettant de payer leurs factures sans se déplacer. Nous allons en Casamance pour parler des opérations de déminage qui sont menées. Des terres viennent d'être restituées aux populations de 44 localités. Une contribution substantielle à la résolution de la problématique des mines. L'opération appuyée par la coopération italienne a eu lieu à Bunkiling dans le département, dans la région de Sédhiou. Reportage de nos envoyés spéciaux permanents au sud du Sénégal, Massayer Thiaw et Bachirba. Bunkiling, à l'instar des autres localités de la Casamance, dispose de terres fertiles, mais malheureusement ce potentiel est sous-exploité du fait de la présence de mines dans certaines zones. Aujourd'hui, grâce au Centre national d'action anti-mines, les populations peuvent retrouver leurs biens. Depuis l'introduction de la mine dans le conflit casamancé, les populations de la Casamance avaient désormais
opté pour une autre vie, celle de la résignation, celle de la désolation. Aujourd'hui donc, il suffit de restituer des terres. Il suffit donc de redonner vie aux populations. 44 villages des départements de Bunkiling et Goudomp ont reçu leur attestation qui certifie que ces localités sont exemptes de mines. La reprise des activités augure de lendemain meilleur. Sans déminage, pas d'accès aux terres pour les populations. Et sans accès aux terres pour les populations, la pauvreté va continuer à sévir dans cette région. La Casamance occupe une place de choix pour l'intervention italienne au Sénégal. Déminer la zone permet de déployer tous les programmes. Les 13 restantes, pour une surface totale de plus de 3 millions de mètres carrés, restent suspectes. Et en accord avec le PNUD et le CNAMS, la prochaine phase du projet consistera à prioriser au moins 2 localités à déminer en 2013, tout en permettant de créer des synergies avec le projet de développement agricole de la coopération italienne, le PAPSE. Le CNAMS a conduit des enquêtes non techniques dans plus de 200 zones, enlevé 259 mines. Il a aussi formé des personnes dans le cadre de leurs activités dans des endroits suspects. L'objectif, c'est de permettre à la Casamance de booster l'économie du pays. Cela facilitera l'intervention des acteurs au développement dans la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures socio-économiques de base pour traduire dans les faits l'ambition du chef de l'État Macky Sall de faire de cette région, aux énormes potentialités naturelles, le grenier de notre pays. Autorités administratives et locales ainsi que les populations ont tenu à remercier les différents acteurs. Les artistes ont quant à eux sensibilisé sur la question. Et puis, face aux perturbations dans le milieu scolaire, les enseignants de l'Alliance pour la République appellent le QSEMS à la patience. Il faut privilégier la concertation, conseille-t-il. Il faisait une analyse politique de la situation du pays. Pape Koulingo. Les auditions de certains dignitaires du régime libéral, la menace de grève du QSEMS sont entre autres points évoqués par le réseau national des enseignants de l'APR au cours de la rencontre avec la presse. Pendant 10 ans, le régime Ouad, on l'a tous noté, les milliards qui ont été détournés, il y a eu des surfacturations, il y a eu bien d'autres également délits qui ont été commis. Le président Macky, quand il est arrivé au pouvoir, son premier challenge était, disons, de retrouver cet argent volé. Nous en profitons d'ailleurs, nous, réseau des enseignants de l'APR, pour lancer un appel au président de la République, mais aussi à la direction du PDS, pour qu'il sache raison garder, pour qu'il fasse preuve de retenue, pour qu'il fasse preuve de dépassement. Parce que ce pays n'appartient pas à l'APR. Ce pays appartient à tous les Sénégalais. Interpellés sur le remous interne à leur parti, les enseignants apéristes parlent de malentendus et appellent leurs camarades à la retenue. Nous appelons tous nos partisans, n'est-ce pas, à quitter la rue, à laisser la rue aux opposants, à travailler pour le développement du Sénégal. Nous appelons les membres de l'APR à la retenue. Abordant la situation scolaire, Youssou Touré et ses camarades déplorent l'attitude de certains syndicats d'enseignants. C'est une situation que nous déplorons. Encore une fois, tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, je l'ai dit, c'est un héritage. Et un héritage lourd à supporter. Le président Macky, n'est-ce pas, les membres de l'APR également qui évoluent dans le système éducatif, ont proposé, n'est-ce pas, les assises de l'éducation nationale. Cette rencontre avec la presse était également une tribune pour le réseau des enseignants de l'APR pour lancer un appel à leurs camarades à une mobilisation à la base afin de massifier leur parti. La Convergence des jeunes républicains, quant à elle, organise la 2e édition de l'Université républicaine du 21 au 23 décembre. Ces jeunes de l'APR vont mettre à profit cette rencontre pour parler de plusieurs sujets. Aïda Mamadou Diop. L'Université républicaine se prépare. Face à la presse, la Convergence des jeunes républicains rappelle l'objectif de cette rencontre. Il s'agit de sensibiliser les jeunes dans la gestion du pouvoir républicain. L'université sera donc le moment approprié pour engager la réflexion pour cerner les contours de la problématique. L'événement sera sans doute une contribution à l'animation du parti, mais surtout à la conduite du débat public national. Pour l'APR, particulièrement la COJER, plusieurs enjeux peuvent être déclinés. Une maîtrise des questions politiques, économiques, sociales, culturelles et philosophiques. Après Pensons République, thème de la première édition, celui de cette année s'articule autour des promesses électorales. Le thème de cette année aurait pu être « Agissons République » une fois que nous avons pensé République.
en déclinant les valeurs qui sont celles de la République et auxquelles le chef de l'État reste adossé. Agissons République, tenons nos promesses. Donc le thème général de cette édition de 2012 de l'Université des convergences des jeunesses républicaines, c'est tenons nos promesses. Cette université est un cadre d'échange et de partage. La rencontre qui se tient du 21 au 23 décembre 2012 à Hambourg verra la participation des jeunes des 45 départements du pays, selon le coordonnateur. Les préparatifs du 4e Gala national de la presse prévu ce samedi, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé une journée de don de sang à la case foyer du CESTI. Les jeunes journalistes qui quittent provisoirement les rédactions pour donner de leur sang pour sauver des vies en sursaut. La Convention des jeunes reporters du Sénégal investit le CESTI pour poser un acte humanitaire. Au-delà, le symbole a valeur de retour aux sources, sauf qu'ici, les journalistes ont en ligne de mire un objectif social. Ces jeunes reporters veulent aider le Centre national de transfusion sanguine à étoffer sa banque de sang. Le jour, c'est nous qui donnons l'information. Nous servons de relais entre les médecins et les populations. Et pourquoi pas nous-mêmes faire cet acte citoyen. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre l'Amicale des étudiants du Centre d'études des sciences et techniques de l'information et la CJRS. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui perdent la vie alors qu'on pouvait les sauver. Mais malheureusement, dans les banques de données de sang, aujourd'hui, terriblement, il y a un véritable manque de sang. Donc, lorsque la Convention nous a contactés, nous avons dit que c'est un acte noble. Donc, nous allons participer ainsi vraiment au nouveau type de Sénégalais pour pouvoir vraiment encore relancer la citoyenneté qui a toujours existé au sein de l'Amicale des étudiants du CESTI. Les donneurs ont unanimement salué ce geste, une initiative qu'ils comptent réitérer. Aujourd'hui, c'était la première fois que je le faisais et si c'était à refaire, autant de fois que je devrais le refaire. Bon, tant que ce n'est pas tous les jours, mais quand même, je serais prête à le refaire, oui, sans hésitation. À travers cette activité, ça peut permettre aux populations de donner leur sang et de pouvoir sauver des vies. Actuellement, dans les hôpitaux, il y a un manque criard de sang. Au Sénégal, chaque année, des milliers de personnes meurent faute de sang. La CJRS, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, entend désormais jouer sa pleine partition dans la collecte de sang au profit du centre et de ses nécessiteurs. Sur l'international, cette fusillade dans une école primaire dans le Connecticut aux États-Unis, le bilan est lourd, 27 morts dont 18 enfants. Les parents des rescapés parlent d'un sentiment de terreur et d'impuissance. Des enfants terrorisés, évacués de l'école par des policiers. Cette image a été prise juste après la tuerie. Quelques instants plus tard, les équipes d'assaut du FBI perquisitionnent, armes au poing, chaque recoin de l'établissement. Mais il est déjà trop tard. Selon les dernières informations de la police, le tireur est mort. Son corps se trouverait dans une salle de classe. Il a fait un carnage avant de mourir. Il était 9h35 ce matin dans cette école du Connecticut, à 130 km de New York, quand élèves et enseignants entendent les premiers coups de feu. Une de mes amies m'a dit qu'un homme masqué était entré et avait commencé à tirer. On a entendu des coups de feu, tout le monde s'est mis à plat ventre, notre institutrice a fermé la porte et on s'est rassemblés dans un coin de la classe. Mon cœur est en millions de morceaux pour les parents et les enfants de victimes. Qui imaginerait que cela puisse se passer ici, dans une petite ville? Comment cela a-t-il pu arriver? Barack Obama a été informé très rapidement de la tuerie et a adressé ses condoléances. Certains témoins ont évoqué un second tireur dans l'école, une information non confirmée par la police. C'est l'heure de Week-end de sport avec nous sur ce plateau. Koumba Diakhatemar, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, Koumba, pour démarrer du rugby avec le Sénégal qui a été choisi pour abriter la Coupe d'Afrique en juin. En juin, et le Sénégal était pourtant en concurrence, cher, avec de grandes nations de rugby, notamment la Namibie. La Fédération sénégalaise a donc décroché l'organisation de cette Coupe d'Afrique lors de l'Assemblée générale de la CAR, Confédération africaine de rugby. C'était le 8 décembre dernier en Afrique du Sud. La Confédération, la Coupe d'Afrique de rugby, un tournoi pré-qualificatif à la Coupe du Monde, doit avoir lieu du 17 au 22 juin prochain à Dakar, nous dit Louise Bizza.
Cela fait exactement 6 ans que le Sénégal n'a pas accueilli une compétition internationale de rugby. L'année 2012 sonne comme un coup d'éclat pour le Sénégal. L'Assemblée générale de la Confédération africaine de rugby tenue en Afrique du Sud a choisi la capitale dakaroise pour abriter la compétition. 8 équipes seront en lice à partir du 15. Elles seront réparties en 2 poules de 4 à cette Coupe du Monde préqualificative. On a gagné au comité exécutif par 4 voix contre 2. C'est le Sénégal qui a été retenu. Ça sera du 15 juin au 22 juin. Ce sera contre la Namibie, la Tunisie et le Botswana. Voilà, c'est une grosse poule et le vainqueur rentrera dans la phase finale avec 3 autres équipes de l'autre poule. Pour l'organisation de cet événement, la Confédération africaine de rugby compte apporter un soutien de taille, un avantage selon le président de la Fédération sénégalaise de rugby. En demandant à l'organisation de ce tournoi, c'est de redonner aux spectateurs sénégalais des matchs internationaux. Parce que maintenant, ça se fait par tournoi et depuis 5 ans, on a toujours fait les tournois à l'extérieur. On n'en a plus fait au Sénégal et les gens me disent qu'il n'y a plus de rugby international au Sénégal. Donc là, on va revenir avec quand même 3-4 grosses équipes africaines. Et puis, c'est quand même plus avantageux de jouer le tournoi chez soi, étant entendu que le vainqueur participera en 2014 à la phase finale où il n'y aura plus que 4 clubs. Le vainqueur sera donc qualifié pour la Coupe du Monde prévue à Londres. Le vaincu de la finale, quant à lui, sera tout simplement repêché. En attendant la Coupe d'Afrique de rugby, le championnat se poursuit et ce week-end, ce samedi précisément, Fakoché reçoit Djambar à Saint-Louis. Asfa joue contre Requin alors que dimanche, Guédiawaye. Samedi, Asfa joue contre Tigre. Requin joue ce dimanche à Guédiawaye et Yombal affronte Sans Fou le score. C'est noté combat en volleyball, le tournoi de la zone 2, c'est également ici à Dakar. Oui, le tournoi de la zone 2 catégorie junior garçons et filles se déroule du 19 au 22 décembre prochain au stadium Marius Ndiaye. Les équipes nationales garçons et filles du Sénégal peaufinent leur préparation et les sélections juniors entendent représenter dignement le Sénégal à ce tournoi, l'une de leurs séances d'entraînement suivie par Hendrik Bokoko. Grosse préparation des équipes nationales juniors de volleyball. À quelques encablures du tournoi de la zone 2 qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en mars 2013 au Nigeria, le staff technique procède au dernier réglage. L'équipe féminine affiche la sérénité. On s'entraîne bien, on est dans de bonnes conditions. Bon, on est bien. Et ça se passe très bien pour l'instant. On s'entraîne vraiment bien avec notre coach Lahat qui est vraiment formidable. Enfin tacticien, l'entraîneur de l'équipe nationale Espoir galvanise ses joueuses. L'objectif du pays hôte est de remporter le tournoi. On est à la deuxième phase de la préparation parce qu'on a fait une première partie avec une présélection de 21 joueuses. On a fait un premier tri et maintenant nous sommes à la deuxième phase. Nous sommes obligés de véhiculer ce message qui est impérativement de remporter la zone 2, parce que qui est qualificatif pour les championnats d'Afrique. Sur l'ensemble des pays engagés, seuls le Sénégal et la Guinée seront représentés au sein des 2 catégories. La Gambie prendra part uniquement au tournoi masculin. Le Cap-Vert, quant à lui, a mis l'accent sur l'équipe féminine. Pour la direction technique nationale, les chances des sélections juniors, filles et garçons, sont réelles. Les 2 équipes sont actuellement en train de travailler et de travailler durement. Chez les garçons comme chez les filles, et que je pense que le travail se fait proprement et bien aussi. Notre objectif, c'est de terminer première en filles comme de terminer aussi premier en garçon, tout simplement parce que nous voulons être qualifiés au championnat d'Afrique en garçon comme en filles. Les 2 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les sélections juniors compteront sans doute sur le soutien inconditionnel du public afin de réaliser l'exploit. La commune de Hann-Bel-Air inaugure son centre de formation en basket. Oui, sport et études, c'est le credo de ce centre socio-éducatif de Hann-Bel-Air. Casa España a été inauguré par le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, en milieu de semaine. Le centre forme des basketteurs et lutte contre l'abandon de l'école par les enfants des familles défavorisées. Maman Moussagnon. Pour démarrer les activités du centre, la direction a fait venir le champion du monde de basket, Jorge Garba Rosa, celui-là même qui a remporté avec l'équipe espagnole de basket
le championnat d'Europe et est vice-champion olympique. Un modèle pour ces enfants sénégalais, pensionnaires du nouveau centre socio-éducatif Casa Espagne. L'éducation est pour l'enfant un droit fondamental. Elle est aussi un outil puissant permettant à ces enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et d'être des citoyens à part entière. Fruit de la coopération entre la ville de Dakar et la Fédération espagnole de basket, ce centre créé pour la formation intégrale accueille surtout des enfants issus majoritairement d'un milieu social défavorisé. Il s'agit pour la direction de ce centre de maintenir les enfants à l'école tout en les professionnalisant gratuitement dans le basket. Son objectif est de contribuer à une éducation, y compris une formation basique, interculturelle et gratuite pour les enfants. Pour allier sport et études, FEB 2014 et la ville de Dakar ont mis en place une école élémentaire publique, un bloc administratif, des vestiaires, des infrastructures de basket, une salle informatique. Le ministère des Sports, très attentif à ce modèle d'établissement scolaire, qui accorde une bonne place à l'éducation des enfants par le biais des sports, souhaiterait, Madame l'ambassadrice, que ce genre de complexe soit démultiplié à travers le Sénégal et le Sénégal des profondeurs. Au terme de ces 3 premières années de fonctionnement, le centre sera une propriété de la ville de Dakar. En football, les anciennes gloires de la CEDEAO étaient en conclave à Dakar les 12 et 13 décembre dernier. Biribiri de la Gambie, Ptissori de la Guinée, bref, les figures emblématiques du football africain étaient à Dakar. C'était dans le cadre de leur pré-congrès pour porter sur les fonds baptismaux l'union des associations d'anciens footballeurs de la CEDEAO. L'AG de l'Union est prévu au mois de mars à Dakar et en prélude à cette rencontre, un tournoi de football sera organisé. Nous écoutons d'abord Salam Touré, Mamtouti, ensuite Abdou MC Diallo. Le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal, on est 5 sur les 8 à se retrouver. Et la Mauritanie comme pays invité, étant donné que la Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Voilà, donc nous sommes là à plancher pendant 2 jours avec nos amis, les anciens footballeurs notamment, la Gambie dirigée par Biribiri, le Mali dirigé par le ministre Fané, la Guinée dirigée par Ptissori et Bangoura, et puis toutes les anciennes gloires du Sénégal qui sont à l'accueil et nous planchons pendant 2 jours sur l'avenir de l'Union qu'on veut mettre en place. Mais vous savez, nous sommes des anciens footballeurs, donc forcément quand on parle anciens footballeurs, on pense au football. Et donc le tournoi de football en lui-même est un prétexte pour nous retrouver. Nous aurons bien sûr du football, mais ce n'est pas parce qu'il faut gagner, mais c'est pour montrer que c'est un match de gala. Nous voulons les regrouper ici à Dakar au mois de mars et qu'on vienne aussi nous voir, vous qui ne nous avez même pas connus. Vous allez nous voir tituber devant vos petits et que vous allez dire « Ah, c'est pas lui qu'on attendait parler ». Non, c'est l'âge. Donc c'est pourquoi nous voulons que tout le monde se mobilise derrière cette association du Sénégal. Quand ils sont venus, pour les amener quand même à réussir le tournoi. Nous parlons de la Coupe du Monde 2014 en football et c'est prévu au Brésil qui est en plein dans les préparatifs. Et cher, les stades devant abriter les matchs sortent déjà de terre et les Brésiliens assurent que tout sera prêt pour les événements internationaux, la Coupe du Monde 2014 et la Coupe de la Confédération prévue au mois de juin 2013. Coup après coup, les stades brésiliens sortent de terre. Celui de Fortaleza, dans le nord-est du pays, sera le premier inauguré dimanche par la présidente Dilma Rousseff. Tous les stades doivent être prêts pour le mondial de football en 2014 et pour la Coupe des Confédérations dès juin 2013. Une coupe qui servira de test dans 6 des 12 villes concernées par le mondial. Le stade de Fortaleza sera prêt 120 jours avant la date limite pour sa livraison. C'est tout à fait inhabituel au Brésil. Les projets d'infrastructures publiques sont toujours en retard, jamais dans les délais. Le Brésil a surtout mis un coup d'accélérateur après les vives critiques du secrétaire général de la FIFA,
en mars dernier. En tout, le pays déboursera près de 14 milliards de dollars pour que la fête soit belle. Pour le stade de Recife, par exemple, nous avons augmenté le nombre d'ouvriers. Ils sont 4500 aujourd'hui. Les livraisons de matériel ont été accélérées. Nous avons aussi utilisé de nouvelles technologies pour la pose du toit. Au milieu de ce concert de louanges résonne toutefois une réelle inquiétude. Les stades seront peut-être prêts, mais pas les routes entre les villes qui reçoivent le mondial, ni sans doute les aéroports qui restent sous-dimensionnés et mal organisés. Le mondial va pourtant attirer 3 millions de Brésiliens et un demi-million de touristes étrangers. Pour le moment, les autorités du pays ne veulent penser qu'à la manne financière qu'il représente. La Coupe du Monde offre l'opportunité au Brésil de faire parler de lui partout dans le monde. De nombreux pays n'auront jamais cette possibilité. Mais il faudra pouvoir loger ces fans de football. L'une des villes hôtes, par exemple, ne dispose que de 17 000 chambres d'hôtel, alors que son stade compte 45 000 places. Toujours au chapitre football, cher sous forme d'annonce, El Hadji Ousseynou Diouf à Leeds United. L'attaquant sénégalais a signé un contrat de 18 mois avec le club anglais de 2e division. Sport travailliste, 31e édition des phases nationales ce week-end à Thiès. Au programme football, pétanque, jeu de dames, Scrabble et randonnée pédestre pour boucler la boucle dimanche. Merci Comba, nous prenons rendez-vous pour vendredi prochain pour un autre week-end de sport. C'est ça. Voilà, merci à vous, merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. L'information revient tout à l'heure avec Oumou Baldé. Passez d'excellents moments sur la RTS. Équipez-vous tout en faisant des économies à Discover, un grand espace d'ameublement chaleureux. Découvrez des salons, salles à manger, chambres à coucher pour petits et grands, meubles de bureau, cabine de douche, jacuzzi, tout un équipement haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. À découvrir surtout le nouvel espace au 3e niveau. Et pour une touche finale, Discover vous offre un espace d'articles divers. Discover, découvrez la vie moins chère. Je me suis encore gâté. Les beaux comédiens, les beaux sportifs. C'est pour te dire Claudia? Ben oui, joyeux Noël à moi-même. Et c'est pas le Père Noël qui aurait pensé à faire l'abonnement Canal+ à ce prix-là. Hein? Oh, je fais ce que je peux. Et c'est pas qu'à Noël, c'est tout le temps. À ce prix-là, tout le temps? Ben oui. Mais qui me parle même? Père Noël? Père Noël, oh. Pour les fêtes de fin d'année, profitez des plus beaux programmes sur Canal+. Et oui, l'abonnement aux chaînes Canal+ est à 10 000 francs par mois, et c'est tout le temps. Et pour Noël, le décodeur Canal+ est à tarif exceptionnel. Contactez-nous au 338 89 50 50. Suivant. Eh mon pote, si c'est pas la nuit, c'est que c'est le jour. Alors si t'es là pour jouer les endormis, t'en restes au fond de ton lit. Allez, remue-toi. T'as une mission à me confier. Me voilà, je suis motivé. Engage-moi, je vais assurer. Ah, au fait, mon nom c'est André. Ah.
Alors, vous commencez quand? You're welcome. Nescafé. Oh yeah, yeah. Binne beseyawo xana sut akay temed akas ke ino nanu jumaling fe fodir na fo ñaal xarbin tadik no ngol novembre 2012 akayta qasalene bat widna no akayt khalisa ke def na men nandu nen tuni dikke jun fe temed nayke fo temed dikke awage o andid fo oqi libole refna andilor beseyaw a fela o andel yam te kupna no ke taxadena couleur orange a kay temedalene a mosa to yit a wora o detanga no saxo lengole xano andilor ten machine qaske mengor na fo jamano fo a carte africale fokatena fo a tablette numérique fo mbis fo ndeb na lokran na asaha ke bogna no umowa o subtin o gama baban dik ka ndefna pam abaj akay temedale ka ayeto xel apa so afelo andel fo andilorum dik ken refna o xilik fokke akaytale awagna o softel o detanganto xanoga bintemet no sifar ajega apis ale refna nder andilor imowa fo me bindena ke akaytale a softer ndam yo keke a paax a pièce temedale refna men fo akay temeda qasale a mbaga o njirñorel mu xaalis a softer Après l'organisation du colloque international sur le soufisme qui a vu la participation d'une 50aine de pays, le comité d'organisation du Magal organise sous le ndigal du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le forum du Magal. Cette importante manifestation va regrouper différents experts qui vont plancher sur le thème « La contribution du mouridisme au développement du Sénégal ». La cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi 15 décembre à 15h au King Fahd Palace. Ce sera sous la présidence de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, en présence des plus hautes autorités religieuses et politiques du pays. هل يختفي بالاختابة